Bonjour et bienvenue, chers lecteurs, chères lectrices. Je vous invite à entrer dans une histoire spécialement conçue pour les apprenants de français. Le débat de l'amour suit l'histoire de Camille, une étudiante passionnée de débat. Camille doit affronter son rival de toujours dans une grande compétition, les championnats nationaux. Mais quand le sujet du débat final devient « Le vrai amour existe-t-il vraiment ?» Tout change. Camille, qui ne croit qu'à la logique et la méthode, va découvrir que certaines questions n'ont pas de réponse simple et que parfois, notre pire ennemi peut devenir quelque chose de complètement différent. Entre arguments brillants, rivalité intense et émotions inattendues, suivez Camille dans une compétition qui va transformer sa façon de voir l'amour, l'amitié et elle-même. Comment utiliser ce livre ? Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots immédiatement. C'est normal, vous progresserez naturellement au fil de l'histoire. Le contexte vous aidera souvent à deviner le sens des mots nouveaux. Prenez votre temps, relisez les passages difficiles. C'est votre livre, lisez à votre rythme. Et surtout, vous n'êtes pas du tout seul. Tous les apprenants de français passent par les mêmes étapes. Comme Camille, vous allez découvrir que ces petits mots vous aident à mieux vous exprimer en français. L'apprentissage d'une langue demande du temps et de la patience. Soyez fiers de chaque progrès. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. D'abord, le sang-froid. L'email arrive à 16h47. Je le vois immédiatement dans ma boîte de réception. Sélection pour les championnats nationaux de débat. Mon cœur accélère pendant exactement 3 secondes. Ensuite, mon cerveau reprend le contrôle. D'abord, je respire profondément. Ensuite, j'ouvre le message. Félicitations Camille Dubois. Vous avez été sélectionnée pour représenter la région Île-de-France aux championnats nationaux de débat. La compétition aura lieu le samedi 15 mars à Paris. Je relis le mail une fois, puis 2 fois. Les mots ne changent pas. C'est officiel, je vais aux nationaux. Je reste immobile pendant 30 secondes, puis je prends mon téléphone. Lila doit savoir. J'ai été sélectionnée pour les nationaux. La réponse arrive en 3 secondes. Quoi ? Puis immédiatement, Camille, les nationaux. Et encore, je savais que tu allais être prise, tu es la meilleure. Je souris malgré moi. Lila utilise toujours trop de points d'exclamation. C'est pourquoi elle n'est pas sélectionnée pour les compétitions officielles. Elle a le cœur mais pas la technique. Mon téléphone sonne. Évidemment. Allô Lila ? Camille, tu réalises ce qui se passe ? Les nationaux, nous ? Enfin toi, mais nous quand même. Je m'assieds à mon bureau et j'ouvre mon cahier de notes. D'abord, analyser la situation. Ensuite, planifier la stratégie. Lila, calme-toi. Oui, c'est formidable. Maintenant, il faut être pratique. Est-ce que tu peux regarder qui d'autre a été sélectionné ? Ça doit être sur le site de la fédération. Pratique, pratique. Camille, c'est le moment d'être heureuse. Je suis heureuse, je suis aussi réaliste. Je tourne les pages de mon cahier jusqu'à ma section compétition future. Les nationaux ne sont pas une plaisanterie, il va falloir se préparer sérieusement. Tu te prépares déjà sérieusement depuis 3 ans ? C'est vrai. Depuis la seconde, je travaille pour ce moment. Chaque débat, chaque argument, chaque technique apprise, tout m'a mené ici. Camille, tu es encore là ? Oui, pardon. Je réfléchis. À quoi ? Bonne question. À quoi est-ce que je réfléchis ? Aux autres participants, probablement. Aux stratégies possibles, aux thèmes potentiels. Et puis, une pensée désagréable traverse mon esprit. Lila, tu as trouvé la liste des autres sélectionnés ?
Oui, je suis sur le site maintenant. Alors, il y a toi, évidemment. Matteo Moreau de Versailles. Super sympa, on s'est rencontrés aux régionaux. Sophie Chêne de Créteil, elle est redoutable sur les questions sociales. Et elle s'arrête. Mon estomac se noue. Et Et Julien Lefebvre de Henri IV. Voilà. C'est pourquoi mon cerveau refusait de célébrer complètement. Une partie de moi savait déjà. Julien Lefebvre. Ma némésis depuis l'incident de troisième. Le garçon qui a transformé ma plus grande humiliation en spectacle public. Le débatteur le plus naturellement doué que je connaisse et le plus agaçant aussi. Camille, ça va? Ça va très bien. Tu es sûre? Parce que ta voix a changé quand j'ai dit son nom. Ma voix n'a pas changé. Ma voix a totalement changé. C'est juste inattendu. Inattendu? Camille, c'est Julien Lefebvre. Bien sûr qu'il est sélectionné. Il gagne tout depuis toujours. C'est exactement le problème. Julien gagne tout depuis toujours. Et il le fait avec cette facilité naturelle qui me rend folle. Pendant que moi, je travaille, j'analyse, je prépare chaque argument avec précision, lui improvise des réponses brillantes comme si c'était un jeu. Tu as raison, je dis finalement. C'est logique qu'il soit là. Et alors? Vous allez enfin pouvoir vous affronter au plus haut niveau. C'est excitant. Excitant. C'est un mot pour ça. Lila, on se voit demain pour commencer à préparer. Bien sûr, on va l'écraser. Après avoir accroché, je reste assise à mon bureau, le téléphone dans les mains. Puis, je reprends mon cahier et j'écris en haut d'une nouvelle page « Championnats nationaux, stratégie ». D'abord, identifier mes forces, préparation méthodique, arguments structurés, recherche approfondie. Ensuite, identifier mes faiblesses, peut-être trop rigides, parfois moins spontanées. Enfin, identifier l'opposition. Et là, il n'y a qu'un nom qui compte vraiment. Julien Lefebvre. Depuis l'incident de troisième, je sais exactement qui il est. Charmant, spontané, brillant et cruel quand ça l'arrange. Je ferme mon cahier d'un coup sec. Peu importe. J'ai 3 semaines pour me préparer. 3 semaines pour créer une stratégie si parfaite qu'aucune improvisation ne pourra la briser. C'est pourquoi je vais gagner. Parce que moi, contrairement à certains, je ne laisse rien au hasard. Le téléphone vibre encore. Un autre message de Lila. Au fait, j'ai regardé les photos du débat de Julien la semaine dernière. Il est vraiment mignon maintenant. Je lève les yeux au ciel et éteins mon téléphone. Lila a beaucoup de qualités, mais le sens des priorités n'en fait pas partie. Moi, j'ai des priorités très claires. D'abord, me préparer. Ensuite, gagner les nationaux. Et accessoirement, prouver une fois pour toutes que la méthode bat toujours l'improvisation. Chapitre 2. En ce qui concerne Julien. Le lendemain matin, je prépare mon dossier sur Julien Lefebvre comme je préparerais n'importe quel autre adversaire. Méthodiquement, objectivement, avec tous les faits. En ce qui concerne Julien, j'ai toutes les données nécessaires. D'abord, les statistiques. 4 victoires aux débats régionaux cette année, 2 l'année dernière quand il était encore en première. Spécialité, les sujets de société et de philosophie. Style, improvisé mais efficace. Faiblesse apparente, aucune. Ensuite, son profil psychologique. Charmeur, confiant, populaire. Le genre de personne qui arrive en retard et qui fait rire tout le monde avec une blague au lieu de s'excuser. Enfin, notre histoire. Et c'est là que l'objectivité devient compliquée.
Tout a commencé en troisième pendant un débat en cours de français. Le sujet était: faut-il censurer certains livres dans les bibliothèques scolaires? J'avais préparé mon argumentation pendant des heures. Structure parfaite, exemple précis, citation d'experts. J'étais prête. Pourtant, au milieu de mon discours, j'ai fait une erreur. Une seule, mais énorme, j'ai confondu deux statistiques. Au lieu de dire que 78% des parents soutiennaient la censure selon une étude de 2018, j'ai dit 87% selon une étude de 2019. Une étude qui n'existait pas. Personne n'aurait dû le remarquer. C'était un détail technique et nous étions en troisième. Mais Julien a levé la main. Excusez-moi Camille, mais je crois que votre statistique de 2019 n'existe pas. L'étude que vous citez date de 2018 et le pourcentage était de 78%, pas 87%. Il avait raison, complètement raison, et même si mon argument général restait valide, cette erreur rendait tout mon discours fragile. Mais il n'a pas arrêté là. En fait, a-t-il continué avec un sourire, c'est exactement le problème avec une approche trop rigide. Quand on se concentre trop sur les chiffres, on oublie parfois de vérifier s'ils sont corrects. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire confiance à son instinct et à sa logique naturelle. Toute la classe a ri, même Madame Dubois a souri. Et moi, j'ai senti mon visage devenir rouge comme une tomate. Il aurait pu simplement corriger mon erreur. Au lieu de ça, il l'a utilisée pour humilier toute ma méthode de travail devant 28 élèves et un professeur. Puis, il a improvisé une réponse brillante sur la liberté d'expression, sans notes, sans statistiques, juste avec son charme naturel et ses idées spontanées. Il a gagné le débat haut la main. Après le cours, il s'est approché de moi. « Désolée pour tout à l'heure, Camille, mais tu sais, tu n'as pas besoin de tout apprendre par cœur. Tu es intelligente. Fais-toi confiance. » Comme si c'était gentil, comme si c'était un conseil, alors qu'il venait de détruire ma confiance en moi devant tout le monde. Depuis ce jour, nous sommes rivaux. Pas ennemis, peut-être, mais définitivement adversaires. À chaque débat où nous nous croisons, c'est la même chose. Lui avec son improvisation naturelle, moi avec ma préparation minutieuse. Et malheureusement, lui qui gagne la plupart du temps. Quant à sa personnalité, c'est compliqué. Il n'est pas méchant exactement. Il est juste inconscient de l'effet qu'il a sur les autres. Tout lui arrive facilement. Les bonnes notes, les victoires en débat, les amis, les sourires des professeurs. Il ne comprend pas que certains d'entre nous doivent travailler pour obtenir ce qui lui tombe dessus naturellement. Néanmoins, je dois admettre une chose, il est doué, vraiment doué, et c'est ça le plus agaçant. Je ferme mon cahier et regarde par la fenêtre. Dans quelques minutes, Lila va arriver pour notre session de préparation. Elle va encore me dire que je pense trop à Julien, que je devrais me concentrer sur mes propres forces. Même si elle a peut-être raison, je ne peux pas m'empêcher d'analyser mon principal adversaire. C'est plus fort que moi. Mon téléphone sonne. Lila, évidemment. « Salut, je suis en bas de ton immeuble avec des croissants et un plan de bataille. » Monte, et Lila. « Oui ? N'oublie pas qu'on a du travail sérieux à faire. » « Promis. Mais d'abord, est-ce que tu as vu les nouvelles sur le site de la Fédération ? » ?»« Quelles nouvelles ? » ?»« Ils ont publié des interviews des participants. Julien dit qu'il a hâte de débattre contre toi. Il dit que tu es sa rivale la plus stimulante. » Je soupire. Bien sûr qu'il a dit ça, avec ce sourire charmeur qu'il a toujours quand il veut avoir l'air modeste. « Lila, monte, on a des stratégies à développer. » En ce qui concerne Julien Lefebvre, les faits sont clairs. Il est talentueux, populaire et dangereux pour mes chances de victoire. Pourtant, cette fois-ci, je suis prête.
Cette fois-ci, ma préparation sera si parfaite qu'aucune improvisation ne pourra la battre. Du moins, c'est ce que j'espère. Chapitre 3. Cela dit, je suis prête. Alors, dit Lila en étalant ses croissants sur mon bureau, par quoi on commence? Je lui montre mon planning de préparation. 3 semaines, divisées en phases thématiques. Semaine 1, sujet de société. Semaine 2, questions économiques et politiques. Semaine 3, philosophie et éthique. Waouh! Dit Lila en regardant mon tableau. Tu as vraiment pensé à tout. C'est le principe. Aujourd'hui, on travaille sur les sujets de société. J'ai préparé 3 thèmes, la technologie, l'environnement et les réseaux sociaux. Lila prend un croissant et s'installe dans mon fauteuil. Parfait. Moi, je joue l'adversaire? Exactement. On commence par un sujet facile. La technologie améliore-t-elle vraiment la vie? Toi, tu défends le oui. Moi, le non. Cela dit, commence Lila avec un grand sourire. Ce n'est pas très difficile de défendre la technologie. Regarde. Elle agite son téléphone. Je peux te parler en temps réel, commander des croissants et regarder des vidéos de chats. Que demander de plus? Je lève les yeux au ciel. Lila, sois sérieuse. On fait un vrai débat. D'accord, d'accord. Elle se redresse et prend une expression concentrée. Mesdames et messieurs les juges, la technologie a révolutionné notre monde. Grâce au smartphone, nous sommes connectés en permanence. Grâce à Internet, nous avons accès à toute la connaissance humaine. Grâce aux réseaux sociaux. Stop! Je l'interromps. Tu es en train de donner des exemples, mais tu n'expliques pas pourquoi c'est une amélioration. Ah! Lila réfléchit. Parce que c'est pratique? Ce n'est pas un argument. Essaie encore. Elle soupire. Bon, d'accord. La technologie améliore la vie parce qu'elle nous permet de communiquer plus facilement, d'apprendre plus rapidement et de résoudre des problèmes complexes. Voilà. Mieux. Maintenant, moi. Je me lève et prends ma position de débat. Mesdames et messieurs les juges, bien que la technologie semble pratique, elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. D'abord, elle nous rend dépendants. Combien d'entre nous peuvent passer une journée sans regarder leur téléphone? Ensuite, elle détruit nos relations humaines. Pour que nous restions connectés virtuellement, nous nous déconnectons de la réalité. Enfin, elle génère du stress et de l'anxiété constant. Ouh, dit Lila. C'est bon ça. Mais moi, je peux te répondre. Elle se lève aussi. Justement, si la technologie crée du stress, c'est parce que nous ne savons pas encore bien l'utiliser. Avec l'éducation et la régulation, nous pouvons garder les avantages sans les inconvénients. Je souris. Pas mal. Pas terrible, mais pas mal. On passe au sujet suivant? Nous passons l'heure suivante à débattre sur l'environnement. Les jeunes sont-ils vraiment plus écologiques que leurs parents? Lila défend les jeunes avec passion, moi je joue l'avocate du diable. C'est un bon exercice. Puis, nous attaquons le 3e thème. Les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus superficiels? Afin de bien comprendre le problème, commence Lila, il faut définir ce qu'on entend par superficiel. Est-ce que poster des photos de son petit déjeuner, c'est superficiel? Ou est-ce que c'est une nouvelle forme d'expression personnelle? Je la regarde surprise, c'est exactement le genre de question que je poserais. Continue, je dis. Eh bien, peut-être que les réseaux sociaux ne rendent pas les jeunes superficiels. Peut-être qu'ils révèlent simplement que nous avons tous envie de partager nos expériences, même les plus simples. Et puis,
Regardez tous les mouvements sociaux qui ont commencé sur les réseaux. MeToo, la grève pour le climat, ce n'est pas superficiel ça. Je reste silencieuse pendant quelques secondes. Son argument est vraiment bon, spontané mais structuré, émotionnel mais logique. Camille, tu vas répondre? Oui, pardon. Je secoue la tête. C'était bien. Très bien même. Merci. Lila rayonne. J'ai l'impression de m'améliorer. Nous continuons encore 1 heure. Lila devient de plus en plus à l'aise, de plus en plus naturelle. À un moment, elle improvise une métaphore sur les réseaux sociaux comme fenêtre sur l'âme moderne qui me cloue sur place. Où tu as appris ça? Je demande. Appris quoi? Cette façon de transformer une idée simple en quelque chose de poétique. Lila hausse les épaules. Je ne sais pas. Ça me vient naturellement, je suppose. Naturellement. Comme Julien. Un frisson désagréable me traverse l'échine. Est-ce que je suis en train de faire la même erreur qu'en 3e? Est-ce que je me concentre tellement sur la technique que j'oublie l'instinct? Camille, ça va? Tu as l'air bizarre. Ça va. Je range mes notes. On fait une pause? Nous nous installons sur mon lit avec les croissants restants. Tu sais, dit Lila en regardant mes tableaux de préparation, parfois j'ai l'impression que tu te prépares trop. Comment ça? Eh bien, tu analyses tout, tu prévois tout, tu structures tout, mais est-ce que tu laisses de la place à l'inspiration du moment? L'inspiration du moment, c'est exactement ce qui m'a fait perdre en 3e. Non, dit Lila doucement. Ce qui t'a fait perdre en 3e, c'est une erreur de statistique. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Elle a peut-être raison. Mais cela dit, ma méthode fonctionne. J'ai gagné presque tous mes débats cette année grâce à ma préparation minutieuse. Lila, tu crois que je ressemble trop à un robot quand je débat? Non, pas du tout. Tu es passionnée et ça se voit. Elle cherche ses mots. Simplement, tu pourrais peut-être faire confiance à ton instinct de temps en temps. Tu es intelligente, Camille, tu n'as pas besoin de tout prévoir. Ces mots me rappellent quelque chose que Julien m'avait dit après le débat de 3e. Tu es intelligente, fais-toi confiance. Bon, je dis en me levant. On reprend? Cette fois, je veux que tu me surprennes. Improvise complètement. Tu es sûre? Sûre? Afin de me préparer vraiment pour les nationaux, je dois être prête à affronter l'imprévisible. Lila sourit. D'accord, mais attention, je ne vais pas y aller doucement. Nous nous remettons en position. Cette fois-ci, c'est Lila qui choisit le sujet. Peut-on vraiment changer? Ou sommes-nous condamnés à rester ce que nous avons toujours été, malgré tous nos efforts? Annonce-t-elle. Mon cœur s'arrête 1 seconde. Ce n'est pas un sujet de société classique. C'est philosophique. Lila. Quoi? Tu as dit que tu voulais de l'imprévisible. Elle a raison. Et puis, c'est exactement le genre de sujet philosophique qu'il pourrait donner aux nationaux. D'accord. Quelle position tu veux? Je défends que oui, on peut changer. Toi, tu dis que non. Cela dit, ce sujet me met mal à l'aise. Parce que la vraie question derrière, c'est: est-ce que moi, je peux changer? Est-ce que je serai toujours cette fille rigide qui apprend tout par cœur? Est-ce que Julien a raison quand il dit que je devrais faire confiance à mon instinct? Bien que cette pensée me perturbe, je prends ma position. Mesdames et messieurs les juges, les gens ne changent jamais vraiment. Mais en prononçant ces mots, j'espère que ce n'est pas vrai. Chapitre 4.
en théorie, tout va bien. Le dernier jour des nationaux, je me réveille à 6h30 précise. Pas besoin de réveil. Mon corps sait qu'aujourd'hui est le jour le plus important. D'abord, douche froide pour stimuler la concentration. Ensuite, petit déjeuner équilibré. Pain complet, miel, thé vert. Enfin, révision rapide de mes fiches principales. Routine parfaite, comme hier et avant-hier. En théorie, je suis prête. Ces 3 derniers jours ont été un rêve. Mon premier débat avait été presque embarrassant de facilité. Un garçon nerveux de Lyon qui avait oublié la moitié de ses arguments. Les quarts de finale contre Sophie Chen avaient été plus difficiles, mais ma préparation minutieuse avait payé. Hier, en demi-finale, j'ai affronté Matteo Moro. Intelligent, bien préparé, mais trop prévisible. Ma structure en 3 parties l'a complètement déstabilisé. Et maintenant, la finale. Le centre de conférence de la Sorbonne semble différent aujourd'hui. Plus solennel, plus silencieux. Il ne reste que nous deux, moi et Julien Lefebvre, comme lui aussi, évidemment. Julien a dominé son côté du tableau avec la même facilité déconcertante que d'habitude. D'après ce que j'ai entendu, il a improvisé des réponses brillantes à chaque round, sans jamais perdre ce sourire confiant qui m'agace tant. Hier, il a battu un excellent débatteur de Bordeaux avec une métaphore sur la vérité comme un diamant aux 1000 facettes qui a fait sourire même les juges les plus sévères. Maintenant, nous voici. La finale des championnats nationaux de débat, moi contre lui, ma méthode contre son instinct, ma préparation contre son improvisation. L'amphithéâtre principal s'est transformé pour l'occasion. 2 pupitres face à face, 3 juges en costume sombre, une 50aine de spectateurs dans les gradins. Je reconnais quelques participants éliminés, des professeurs et même des journalistes de la presse spécialisée. C'est officiel, c'est important. Bienvenue à la finale des championnats nationaux de débat, annonce le président de la fédération. Après 3 jours de compétition acharnée, nous avons nos 2 finalistes, Camille Dubois de Paris et Julien Lefebvre de Paris également. 2 approches différentes, 2 talents exceptionnels. Il explique le format final, 45 minutes de débat, 30 minutes de préparation, jugement immédiat. Le sujet de cette finale a été choisi pour tester votre capacité à traiter des questions philosophiques complexes qui touchent à l'essence même de l'expérience humaine. Continue-t-il. Mon estomac se noue légèrement. Philosophie, exactement ce que je redoutais le moins, et le plus à la fois. Voici votre sujet. Le vrai amour existe-t-il vraiment ? Ou n'est-ce qu'une illusion née des contes de fées et des films romantiques ? L'amphithéâtre se tait complètement. Dans les gradins, je vois même quelques téléphones qui se lèvent pour filmer l'annonce. Moi, je reste parfaitement immobile. En théorie, c'est un excellent sujet pour moi. Logique contre émotion, fait contre sentiment, science contre poésie, mon terrain de jeu favori. En tout cas, c'est ce que je me dis. Maintenant, le tirage au sort pour les positions, annonce l'organisateur. Il commence à appeler les noms par ordre alphabétique. Camille Dubois. Je me lève et m'avance vers l'urne. Ma main tremble légèrement quand je tire le papier. Opposition. Parfait. Je défends que le vrai amour n'existe pas. Exactement ce que j'espérais. Julien Lefebvre. Il s'avance à son tour, toujours ce sourire décontracté. Il tire son papier. Proposition. Bien sûr, lui, il va défendre que le vrai amour existe. Évidemment. Le romantique contre la pragmatique, le rêveur contre la réaliste, l'ironie est parfaite.
Nous avons 30 minutes pour préparer nos arguments. Je me dirige vers une table isolée dans un coin de la bibliothèque adjacente. Mon plan est simple, structure classique en 3 parties, arguments scientifiques solides, exemples concrets. J'ouvre mon cahier et commence à écrire. Partie 1. Le vrai amour est une construction sociale. Argument A. Les contes de fées créent des attentes irréalistes. Argument B. L'industrie du divertissement profite de ces illusions. Argument C. Anthropologiquement, l'amour romantique est récent. Partie 2. Ce qu'on appelle amour a des explications rationnelles. Argument A. Réaction chimique, dopamine, ocytocine. Argument B. Instinct de survie et de reproduction. Argument C. Besoins psychologiques, sécurité, appartenance. Partie 3. Les relations durables reposent sur des bases concrètes. Argument A. Compatibilité des valeurs. Argument B. Respect mutuel et communication. Argument C. Engagement conscient et travail commun. En théorie, c'est parfait. Logique, structurée, imparable. Pourtant, quelque chose me gêne. En écrivant ces arguments, je repense aux mots de Lila hier. Peut-on vraiment changer? Est-ce que je suis condamnée à toujours voir le monde de cette façon? Froide, analytique, sans place pour la magie ou l'inexplicable? Je secoue la tête. Ce n'est pas le moment pour ces questions. J'ai un débat à gagner. Je jette un coup d'œil vers Julien. Il est assis à quelques mètres de moi, dans la même rangée réservée aux finalistes. Contrairement aux jours précédents, il semble plus concentré, plus sérieux. Il sait que cette fois, c'est différent. Nous nous sommes salués poliment ce matin, comme 2 professionnels respectueux. Mais je sens la tension entre nous. 3 ans après l'incident de 3e, nous voici enfin face à face, au plus haut niveau. Plus que 5 minutes, annonce un organisateur. Je relis mes notes une dernière fois. Ma structure est claire, mes arguments solides. En théorie, je ne peux pas perdre. Cependant, en regardant Julien qui range tranquillement ses affaires avec juste une demi-page de notes griffonnées, j'ai soudain un doute. Et si la théorie ne suffisait pas? Chapitre 5. D'un côté, l'arbitre principal se lève. Mesdames et messieurs, nous commençons maintenant la finale des championnats nationaux de débat. Mademoiselle Dubois défendra la position que le vrai amour n'existe pas. Monsieur Lefebvre soutiendra la position contraire. Je me dirige vers mon pupitre, mes notes parfaitement organisées dans ma main gauche. D'un côté, je me sens plus préparée que jamais. De l'autre côté, mon cœur bat un peu trop vite. Julien s'installe en face de moi. Pour la première fois depuis des jours, nous nous regardons vraiment. Il me fait un petit signe de tête respectueux. Je réponds de la même façon. Mademoiselle Dubois, vous avez la parole pour votre discours d'ouverture. 8 minutes. Je prends une profonde inspiration et commence. Mesdames et messieurs les juges, le vrai amour tel qu'on nous le présente dans les contes de fées et les films romantiques n'existe pas. C'est une illusion dangereuse qui nous empêche de construire des relations réelles et durables. Ma voix est claire, assurée. Mon plan se déroule exactement comme prévu. D'abord, analysons l'origine de ce mythe. Le vrai amour est une invention récente dans l'histoire humaine. Pendant des millénaires, les mariages étaient des alliances économiques ou politiques. L'amour romantique tel qu'on le conçoit aujourd'hui date du XIIe siècle avec la littérature courtoise, puis a été amplifié par l'industrie du divertissement moderne. Je vois Julien qui prend des notes, mais son expression reste neutre. Ensuite, ce qu'on appelle amour a des explications scientifiques
parfaitement rationnel. La dopamine crée l'addiction à la présence de l'autre. L'ocytocine génère un sentiment d'attachement. La phényléthylamine produit l'euphorie des premiers moments. Ces réactions chimiques s'estompent naturellement après 18 à 36 mois. C'est pourquoi tant de couples divorcent après quelques années. Ils confondent chimie temporaire et amour éternel. Un murmure parcourt l'audience. Je sens que mon argumentation porte. Enfin, les relations qui durent vraiment reposent sur des bases concrètes, respect mutuel, valeurs partagées, communication honnête et surtout engagement conscient. C'est pourquoi je soutiens que le vrai amour, tel qu'on nous le vend, n'existe pas. Ce qui existe, c'est la construction délibérée d'un partenariat entre deux personnes rationnelles. Je conclus en regardant directement les juges. Le vrai amour est un obstacle au bonheur réel. Merci. Applaudissements polis. Je regagne ma place, satisfaite. Mon argumentation était solide, structurée, imparable. Monsieur Lefebvre, à vous. Julien se lève lentement. Il n'a qu'une demi-page de notes devant lui. Comment peut-il espérer répondre à mes 8 minutes d'arguments préparés avec si peu de matériel ? Mesdames et messieurs les juges, commence-t-il, et sa voix a une chaleur que la mienne n'avait pas. Mon adversaire vient de nous expliquer avec une précision remarquable pourquoi l'amour devrait être impossible. Et pourtant, il existe. Il fait une pause, regarde l'audience, puis moi. Mademoiselle Dubois nous dit que l'amour romantique date du XIIe siècle. Mais qu'est-ce qui a poussé les poètes de cette époque à inventer quelque chose qui n'existait pas ? Et pourquoi cette invention a-t-elle traversé les siècles, inspiré des milliers d'œuvres d'art, motivé des révolutions, changé des vies ? Je sens un léger frisson. Il n'attaque pas mes faits. Il les retourne. Elle nous parle de dopamine et d'ocytocine. C'est vrai, ces substances existent, mais expliquer les mécanismes du cerveau, c'est comme expliquer comment fonctionne un piano. Cela ne nous dit rien sur la beauté de la musique qui en sort. Quelques sourires dans l'audience. Je prends des notes rapidement. Le vrai amour, c'est justement ce qui nous dépasse. C'est ce qui pousse une mère à sacrifier sa vie pour son enfant. C'est ce qui inspire un artiste à créer des œuvres immortelles. C'est ce qui donne à deux personnes la force de construire quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Il se tourne légèrement vers moi. Mon adversaire dit que les relations durables reposent sur des bases rationnelles. Elle a raison, mais elle oublie l'étincelle qui donne envie de construire ces bases ensemble. On peut analyser tous les ingrédients d'un gâteau, cela ne nous dira jamais pourquoi il est délicieux. C'est bon, très bon. Il transforme mes arguments scientifiques en froideur sans âme, mes statistiques en cynisme. Le vrai amour existe parce qu'il transforme les gens. Il les rend meilleurs, plus généreux, plus courageux. Oui, il peut faire souffrir. Oui, il peut décevoir. Mais c'est exactement parce qu'il est réel, puissant et important. Il conclut en souriant légèrement. D'ailleurs, si le vrai amour n'existait pas, pourquoi aurions-nous tous compris exactement de quoi nous parlons dès que le sujet a été annoncé ? Merci. Applaudissements plus nourris que pour moi. Je sens une pointe d'agacement et d'admiration. C'est maintenant mon tour de répondre. Je me lève, prête à démolir ces métaphores poétiques avec des faits concrets. Monsieur Lefebvre utilise de belles images, mais les métaphores ne constituent pas des preuves. Il confond sentiment et réalité, émotion et vérité. Je développe mes contre-arguments méthodiquement. Chaque point de son discours, je le déconstruis avec précision. Mais quelque chose d'étrange se passe. Plus je l'écoute répondre, plus je réalise que nous ne débattons pas vraiment du même sujet. Lui parle de quelque chose de vivant, d'imprévisible, de transformateur. Moi, je parle de mécanisme et de stratégie. D'un côté,
il y a sa vision du monde, poétique. Chapitre 6. Pourtant, quelque chose vacille. Je me lève pour ma seconde intervention, mes notes bien en main. Mon plan est clair. Démolir ces métaphores avec des faits, ces émotions avec de la logique. C'est ce que j'ai toujours fait. Pourtant, quelque chose vacille. En regardant Julien, en repensant à ces mots sur l'étincelle qui donne envie de construire, je réalise qu'il y a peut-être une faille dans mon raisonnement. Pas une erreur, mais une incomplétude. Mesdames et messieurs les juges, je commence. Mon adversaire nous parle d'étincelle et de magie. Et c'est exactement le problème. Je m'arrête. Ce n'était pas dans mes notes, mais quelque chose en moi pousse plus loin. Peut-être que ce qu'on appelle vrai amour, cette idée de coup de foudre, de destin, de moitié qui se retrouve, c'est exactement ce contre quoi je me bats. Les juges lèvent la tête, Julien aussi. Je viens de changer de direction et tout le monde l'a senti. En effet, quand on dit vrai amour, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? On parle de cette magie instantanée des films où deux regards se croisent et tout est décidé. On parle de l'âme sœur qui nous complète, comme si nous étions incomplets sans elle. On parle de quelque chose qui nous arrive, passivement, par chance ou par destin. Je quitte mes notes des yeux, je ne les regarde plus du tout. Mais l'amour réel, ce que je vais appeler l'amour construit, plutôt que l'amour trouvé, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qu'on fait, pas quelque chose qui nous arrive. C'est deux personnes complètes qui décident consciemment de créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Un silence total règne dans l'amphithéâtre. Même l'organisateur a arrêté de prendre des notes. Ainsi, quand je dis que le vrai amour n'existe pas, je ne dis pas que l'amour n'existe pas. Je dis que la version qu'on nous vend, passive, magique, instantanée, est un mensonge dangereux. Parce qu'elle nous fait attendre quelque chose au lieu de construire quelque chose. Je regarde Julien. Il me fixe avec une intensité que je ne lui ai jamais vue. L'amour construit, lui, repose sur des choix répétés. Le choix de se connaître vraiment. Le choix de se défier mutuellement pour grandir. Le choix de construire ensemble, même quand c'est difficile. Ce n'est pas « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est « ils décidèrent chaque jour de continuer à construire ». Ma voix devient plus assurée, plus passionnée. Voilà pourquoi je maintiens ma position. Le vrai amour, tel qu'on nous le présente, est un mythe. Mais l'amour réel, l'amour choisi, l'amour construit, celui-là existe. Et il est infiniment plus beau que tous les contes de fées. Je conclus en regardant les trois juges tour à tour. Mesdames et messieurs, ne cherchez pas votre moitié. Soyez entiers et trouvez quelqu'un d'autre qui l'est aussi. Puis, construisez ensemble. Merci. Les applaudissements sont différents cette fois, plus longs, plus réfléchis. Dans les gradins, je vois même Sophie Chen hocher la tête avec approbation. Mais c'est la réaction de Julien qui me trouble le plus. Il ne prend plus de notes. Il me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. « Monsieur Lefebvre, votre réponse ?» Julien se lève lentement. Pendant un moment, il reste debout sans rien dire, comme s'il réorganisait complètement ses pensées. « Mesdames et messieurs les juges, dit-il finalement, mon adversaire vient de faire quelque chose de remarquable. Elle a transformé un débat en conversation et elle m'a convaincu. Mon cœur s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Néanmoins, continue-t-il avec un petit sourire, je pense qu'elle a tort sur un point crucial. Elle sépare la magie de l'amour de sa construction. Mais qui a dit qu'elles étaient incompatibles? Il se tourne légèrement vers moi. Oui, l'amour se construit. Mademoiselle Dubois a raison. Mais d'où vient l'envie de le construire avec cette personne plutôt qu'avec une autre? D'où vient ce déclic qui fait qu'on se dit « toi »
C'est avec toi que je veux essayer. Il marque une pause. Peut-être que le vrai amour, ce n'est ni la magie pure, ni la construction pure. C'est le moment où la magie rencontre la volonté de construire. L'étincelle était le choix de l'entretenir. Il me regarde directement maintenant. Mon adversaire dit qu'il faut être entier avant d'aimer. Elle a raison. Mais parfois, c'est en rencontrant quelqu'un qui nous défie intellectuellement, qui nous pousse à grandir, qui nous force à remettre en question nos certitudes. Parfois, c'est comme ça qu'on découvre qu'on peut être encore plus entier qu'on ne le pensait. Il me regarde directement, ses yeux sérieux et sincères. Pendant un instant, j'oublie complètement que nous sommes en train de débattre. J'ai l'impression qu'il parle de nous deux. Puis je me ressaisis. C'est un débat, Camille. Il est intelligent, c'est tout. En fait, conclut-il en souriant vraiment cette fois, je pense que mon adversaire et moi sommes d'accord sur l'essentiel. Nous voulons tous les deux un amour authentique, conscient, construit sur le respect mutuel et le défi intellectuel. La seule différence, c'est que moi, j'appelle ça le vrai amour. Il s'arrête puis ajoute plus doucement. Et parfois, quand vous débattez avec quelqu'un qui transforme complètement votre façon de voir un sujet en 8 minutes, parfois, vous réalisez que vous avez trouvé exactement le genre de personne avec qui vous aimeriez construire quelque chose. Et soudain, je comprends exactement ce qui se passe. Je me redresse, un sourire en coin aux lèvres. « Monsieur Lefebvre, je dis d'une voix claire qui porte dans tout l'amphithéâtre, êtes-vous en train d'essayer de gagner ce débat par le charme plutôt que par l'argumentation ? Parce que si vous pensez que flirter avec moi va me déstabiliser, vous vous trompez lourdement. » Des rires fusent dans l'audience. Même les juges sourient. En fait, je continue, profitant de l'effet. Merci de démontrer ma théorie en temps réel. Quand on n'a plus d'arguments solides, on passe à la séduction. L'amphithéâtre éclate de rire et d'applaudissements. Julien rougit légèrement, mais sourit aussi. Dans les gradins, j'entends distinctement la voix de Lila qui crie « Voilà !» « Temps écoulé !» annonce l'arbitre principal. « Les juges vont maintenant délibérer. » Je regagne ma place, le cœur battant d'adrénaline. Cette fois, je me sens vraiment bien. Chapitre 7. En fin de compte. Les 15 minutes de délibération me semblent interminables. Je reste assise à ma place, réorganisant mes notes par pur réflexe. L'amphithéâtre bourdonne de conversations à voix basse. Dans les gradins, je vois Lila qui me fait des signes frénétiques avec les 2 pouces en l'air. Julien est assis quelques mètres plus loin. Il n'a pas l'air fâché par ma dernière attaque. Au contraire, il semble amusé. Il griffonne quelque chose sur son carnet, puis regarde dans ma direction. Quand nos yeux se croisent, il sourit légèrement. Je détourne immédiatement le regard. Même après l'avoir publiquement humilié, il garde cette assurance tranquille qui m'agace. « Mesdames et messieurs, » annonce enfin l'arbitre principal, « les juges ont pris leur décision. » Mon cœur accélère. Tout de même, malgré ma confiance, l'incertitude me noue l'estomac. Ce débat a été remarquable par la qualité des arguments des 2 finalistes. Monsieur Lefebvre a démontré une éloquence naturelle et une capacité d'adaptation impressionnante. Mademoiselle Dubois a montré une évolution intellectuelle, en temps réel, qui témoigne d'une maturité exceptionnelle. Je retiens ma respiration. Cependant, la victoire revient à celle qui a su non seulement maintenir sa position, mais l'enrichir et la nuancer face aux défis de son adversaire. Mesdemoiselles Dubois, félicitations, vous êtes la nouvelle championne nationale de débat. L'amphithéâtre explose en applaudissements. Je me lève, encore un peu sonnée. J'ai gagné, j'ai vraiment gagné.
Finalement, ma méthode a triomphé. Ma capacité à structurer, à analyser, à m'adapter, tout cela a payé. Julien s'approche immédiatement pour me serrer la main. « Félicitations », dit-il, et sa voix semble sincère. « Tu as été brillante. » « Merci », je réponds encore sous le choc. « Tu as été un adversaire redoutable. » « Un adversaire ?» Il sourit. J'espérais qu'on pourrait dire partenaire de débat. Avant que je puisse répondre, les organisateurs nous entourent pour les photos officielles et les interviews. Une demi-heure de chaos organisé, journalistes, félicitations, questions sur ma stratégie, sur mes projets futurs. Quand enfin le tumulte se calme, je me retrouve seule dans le couloir adjacent à l'amphithéâtre, mes affaires à la main. L'adrénaline commence à retomber et je réalise vraiment ce qui vient de se passer. J'ai gagné les nationaux. Moi, Camille Dubois. Tu as l'air perdu dans tes pensées. Je me retourne. Julien se tient à quelques mètres, son sac sur l'épaule. Nous sommes seuls pour la première fois depuis des années en fait. Je réfléchis, je dis. C'est mon processus normal après une victoire. Analyser ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré. Même maintenant. Il s'approche légèrement. Tu ne peux pas juste savourer. Ce n'est pas vraiment mon style. Je sais. Il sourit. C'est exactement ce qui rendait ce débat si intéressant. Et juste pour que ce soit clair, je n'essaierai jamais de gagner un débat en faisant quelque chose comme ça. Quelque chose comme quoi ? Te déstabiliser émotionnellement. Pas à ce point, en tout cas. Eh bien, tu l'as déjà fait. De quoi tu parles ? Son expression change immédiatement. Quoi ? L'incident avec les statistiques. Tu as utilisé mon erreur pour détruire toute ma méthode de travail. Tout le monde a ri. Il reste silencieux pendant un long moment, fronçant les sourcils comme s'il fouillait sa mémoire. « Camille, dit-il enfin, je me souviens de ce débat. Je me souviens d'avoir corrigé ta statistique. Mais je n'ai jamais voulu te humilier. J'avais 14 ans et je pensais juste. Je pensais que tu étais trop dans ta tête, que tu avais besoin de faire plus confiance à ton instinct. » Il marque une pause. « Je ne savais pas que ça t'avait fait mal à ce point. J'étais stupide. » Sa voix est douce, sincère, pas du tout le garçon arrogant que j'ai imaginé pendant des années. Malgré tout, continue-t-il, je ne regrette pas complètement, parce que regardez où ça nous a menés, nous pousse l'un l'autre à être meilleurs. Et ce débat aujourd'hui, c'était magnifique. Tu m'as fait repenser toute ma conception de l'amour en 15 minutes. Il me regarde directement maintenant. En fin de compte, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas une tactique. Il hausse les épaules. J'étais sincère. Tu débats vraiment bien, ça fait réfléchir. Merci, je dis, un peu surprise par la simplicité de ces mots. Et puis, continue-t-il avec un petit sourire, ça serait dommage de laisser une si bonne discussion s'arrêter là. Est-ce que tu voudrais aller prendre un café ? Juste pour parler, sans débat cette fois. Je le regarde, cet garçon qui a été mon némésis pendant des années, qui vient de me faire repenser ma conception de l'amour, qui me demande maintenant de prendre un café comme si c'était la chose la plus simple du monde. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas quoi analyser d'abord. Tout de même, je sais quoi répondre. D'accord, je dis, mais je choisis l'endroit. Et on divise l'addition. Son sourire illumine tout le couloir. Marché conclu, un simple café entre deux débatteurs civilisés. Et quelque chose dans sa façon de dire « simple café » me fait penser que rien ne sera jamais simple avec Julien Lefebvre. Mais peut-être que c'est exactement ce que je veux. Chapitre 8.
À suivre, peut-être. Camille, Lila me saute dessus dès que je sors du bâtiment. Tu l'as complètement détruit. Cette dernière réplique. Merci de démontrer ma théorie en temps réel. J'ai tout filmé, tu vas voir. Il était rouge comme une tomate. Elle fait une danse de victoire sur les marches de la Sorbonne, attirant quelques regards amusés des passants. Tu as vu sa tête quand tu l'as accusée de flirter, continue-t-elle, les yeux brillants. Et le silence après. Tu l'as tellement humilié qu'il ne savait plus quoi dire. C'est exactement ce qu'il méritait après l'incident de troisième. Lila, je commence. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Elle s'arrête de danser. Tu n'as pas l'air assez heureuse pour quelqu'un qui vient de gagner les nationaux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je jette un coup d'œil vers l'entrée du bâtiment. Julien était vraiment très bon aussi. Ses arguments étaient sophistiqués. Il m'a fait repenser certaines choses. Lila me regarde comme si j'avais grandi une seconde tête. Pardon? Sophistiqué? Camille, c'est ton ennemi. Tu viens de le détruire publiquement. Pourquoi tu parles de lui comme ça? Ce n'est pas exactement mon ennemi, je dis en évitant son regard. C'est plutôt un adversaire respecté. Et d'ailleurs, nous allons prendre un café ensemble. Le silence qui suit est assourdissant. Quoi? Lila crie si fort que 3 pigeons s'envolent. Un café? Avec Julien Lefebvre? L'homme qui t'a humilié en troisième? Celui contre qui on s'entraîne depuis des mois? Lila, calme-toi, c'est juste pour discuter. Discuter? Discuter? Elle me prend par les épaules. Camille, qui es-tu et qu'as-tu fait de ma meilleure amie? Il y a 2 heures, tu préparais ta vengeance. Maintenant, tu veux prendre le thé avec lui? Du café, pas du thé. Et c'est compliqué, d'accord? Il s'est excusé pour l'incident de troisième. Il n'avait pas réalisé que ça m'avait fait si mal. Et puis, je soupire. Je pense que j'ai peut-être un peu dramatisé la situation dans ma tête pendant toutes ces années. Lila me regarde fixement pendant un long moment. « Oh mon Dieu !» dit-elle lentement. « Tu l'aimes bien. Tu aimes bien Julien Lefebvre. » N'importe quoi. « Si, regarde-toi, tu rougis. » Elle pointe un doigt accusateur vers moi. Ma meilleure amie, la fille la plus logique que je connaisse, rougit en parlant du garçon qu'elle détestait ce matin. Je ne rougis pas et je ne... Camille, Lila. Nous nous retournons. Sophie Chen court vers nous, son téléphone à la main, l'air excité. « Vous avez vu les nouvelles ?» dit-elle en reprenant son souffle. « Ils viennent d'annoncer la sélection française pour le championnat international de débat. C'est sur le site de la fédération. » Quoi? Lila et moi disons en même temps. Sophie nous montre son écran. Regardez! Suite aux excellents résultats des championnats nationaux, la France participera pour la première fois au championnat international de débat universitaire en format 2 contre 2. Les 2 finalistes d'aujourd'hui représenteront notre pays. Mon cœur s'arrête. Attends, dit Lila en lisant par-dessus l'épaule de Sophie. Ça veut dire que Camille et Julien vont faire équipe, termine Sophie avec un grand sourire. Vous allez débattre ensemble contre les autres pays. C'est génial. Lila me regarde avec des yeux ronds. Tu vas être partenaire avec Julien Lefebvre? On dirait bien. Je murmure, encore sous le choc. À cet instant précis, Julien sort du bâtiment. Il nous voit, s'approche et Sophie lui montre immédiatement l'annonce sur son téléphone. « Ah !» dit-il après avoir lu. « Intéressant. » Il me regarde et je le regarde. Pendant un moment, personne ne dit rien. Alors,
dit-il finalement avec ce petit sourire que je commence à bien connaître, il semblerait que notre café soit devenu une réunion de travail. Lila nous regarde tour à tour, puis lève les bras au ciel. Je n'y comprends plus rien. Ce matin, vous étiez ennemis. Cet après-midi, vous prenez un café ensemble. Et maintenant, vous allez représenter la France en tandem? C'est quoi cette histoire? C'est une bonne question, dit Julien en me regardant toujours. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? On peut travailler ensemble? Je réfléchis à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le débat, l'évolution de mes arguments, sa façon de transformer mes idées, nos excuses mutuelles. À suivre, je dis finalement. Mais peut-être que oui. Peut-être? Lila semble au bord de l'explosion. Peut-être? D'ailleurs, je continue en regardant Julien. J'ai une question pour toi. Tu penses qu'on peut être plus fort à deux? Il sourit, et cette fois, son sourire n'a rien de moqueur. Il est juste content. Quoi qu'il en soit, dit-il, on va bien le découvrir. Sophie applaudit. Lila secoue la tête en marmonnant quelque chose sur les débatteurs complètement fous. Et moi, je réalise que la vraie question n'est peut-être pas de savoir si nous pouvons être plus forts à deux. La vraie question, c'est: est-ce que deux personnes qui ont passé des années à essayer de se surpasser peuvent apprendre à construire quelque chose ensemble? En attendant de le découvrir, j'ai un café à prendre et une conversation très longue à avoir avec Lila. Mot de la fin. Merci infiniment d'avoir lu Le débat de l'amour. J'espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire. Si vous voulez suivre mes nouveaux projets, inscrivez-vous à ma liste email sur parlez-vous-romance.com. Si ce livre vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Goodreads ou Amazon. Cela compte énormément pour aider d'autres lecteurs à le découvrir. Un grand merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures grammaticales et romantiques.